on ne va pas s'en sortir. On va mettre même plusieurs jours de live sur les phosphates. Et quand j'aborde la question des phosphates, comme je le fais actuellement ici, franchement, j'ai le cœur qui saigne. J'ai mal dans ma peau. J'ai mal en tant que citoyen togolais. J'ai mal en tant que ressortissant de ce pays. J'ai mal de voir ce que nos dirigeants font avec les richesses de notre pays pendant que nos populations sont dans la misère. Si le peu de richesses que la nature nous a légué au Togo, le peu de richesses que la nature nous a donné au Togo, si ces richesses sont bien gérées, le Togolais, on peut même tripler le salaire du Togolais. Ce n'est pas des histoires, c'est la vérité. Si ces richesses sont bien gérées, on peut même tripler le salaire des Togolais. Parce que je ne sais pas ce que les Togolais gagnent. Je ne sais pas combien les Togolais gagnent. Les gens sont dans l'administration, ils sont encore à 100 000, à 80 000. Les gens, je ne suis pas convaincu que le 4 à 1 au Togo est à 800 000. Les gens sont peut-être à 500 000 ou 400 000. Si ces richesses, ces mines étaient vraiment bien gérées, on peut doubler, tripler les salaires au Togo. On peut construire de grandes infrastructures au Togo, des autoroutes, des universités de référence, des hôpitaux de référence. On peut tout construire au Togo. Si le port et les phosphates sont bien gérés, je prends seulement les deux, je laisse d'abord le clinker. Si le port et les phosphates sont bien gérés, au Togo, on peut avoir toutes les infrastructures modernes. Parce que nous avons la chance d'avoir un tout petit pays. Le pays n'est pas grand. Regardez un peu. La côte togolaise, elle fait 48 km. À la limite, 50 km. Quand vous partez d'Aplaou pour Sanvikondi, vous êtes à 48 km. À la limite, on vous dira 50 km. Maintenant, quand vous prenez le Togo en longueur, peut-être là où on peut dire que le pays s'est étiré, il est un peu long, c'est peut-être la frontière du Ghana vers Badou pour aller à Toum. On peut dire que c'est peut-être 150 ou 200 km. Mais quand vous allez à Dapaon, Saint-Cassé, la frontière c'est 120 km ou peut-être à peine. Le pays n'est pas grand. Un pays qui n'est pas grand, on peut maîtriser facilement son développement. Surtout qu'il est doté de beaucoup de richesses. On peut facilement maîtriser son développement. Est-ce que vous savez que au Togo, il n'y a pas une route qui quitte le Bénin à l'intérieur du Togo? C'est-à-dire que quand vous prenez le Togo en longueur, il n'y a pas une route continue qui quitte la frontière du Bénin pour aller à la frontière du Ghana. Il n'y a aucune route continue. Il avait été dit que la route qui quitte Togo, qui arrive à Nontien, devait être prolongée jusqu'à Agou, et d'Agou, elle va rejoindre le Ghana. Jamais elle n'a été terminée. On a fait juste la petite portion de Nontien à Togo. Et encore, c'est un sacrifice. Ça a passé des années, la route était abandonnée. Il a fallu que la presse crie tout ça. On n'est pas capable, après 60 ans de gouvernance, de goudronner une route à l'intérieur du pays qui va d'une frontière à une autre. Je ne parle pas d'autoroute, une route de dimension 9 mètres. 9 mètres. On n'est pas capable. Et pourtant, le pays est doté de richesses que nos propres dirigeants pillent avec la complicité des étrangers. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut que les Togolais s'organisent pour dire ça suffit comme ça. Stop. C'est pour ça que je dis, quand je parle des phosphates, j'ai mal. C'est une longue histoire, les phosphates. C'est une très très longue histoire. Aujourd'hui, personne ne sait où vont les recettes du phosphate, des phosphates. Et pourtant, depuis 4 ans, le prix du phosphate s'est embelli sur le marché international. On voit bien que le Maroc en profite énormément. Le Sénégal en profite. Alors que nous avons des phosphates de bonne qualité, on ne voit les recettes de phosphate nulle part. Si vous prenez le budget de l'État, vous avez à peine quelques traces que les phosphates rapportent. Et pourtant, la SNPT, c'est une société de droit togolais, 100%. Elle n'est pas privée. Mais où vont les recettes de phosphate? L'année dernière, en 2023, le Togo a fait, la SNPT a fait un chiffre d'affaires de 256 milliards, 729 millions
253 francs CFA. Je répète, en 2023, à la fin de l'exercice, c'est-à-dire le 31 décembre 2023, la SNPT a fait un chiffre d'affaires de 256 milliards 729 millions 253 francs CFA. J'avais fait publier ça dans les journaux. J'ai toutes les données ici. J'ai les données sur l'exploitation des phosphates au Togo de 1958 jusqu'à aujourd'hui. J'ai tous les chiffres. Voilà les données. J'ai tous les chiffres. Ça, c'est les données de l'année dernière. Voilà les données de l'année dernière. L'année dernière, le Togo a fait 1 450 000 tonnes de phosphate exploitées. 1 450 000 tonnes de phosphate qui ont été chargés par les bateaux. Et en moyenne, chaque mois, on a au moins 3 bateaux qui chargent. Parfois 2 bateaux, parfois 3 bateaux. Donc, l'année dernière, les phosphates ont produit 256 milliards 725 millions 253 francs CFA. La masse salariale de la SNPT, c'est environ 7 milliards. La masse salariale, c'est environ 7 milliards. Après, il y a peut-être tout ce qui rentre comme l'entretien, l'achat des engins et tout. Mais le reste de l'argent, ça passe où? Ça passe où, le reste de l'argent? Le reste de l'argent passe où? Et quand vous allez dans cette zone-là, ce que je dis, c'est la première partie, je reviendrai dans une deuxième partie sur les dégâts que les phosphates font dans l'autre zone. J'en ai déjà parlé dans plusieurs émissions, mais la répétition, c'est la pédagogie. Il faut qu'on en parle tout le temps au Togolais. Et donc, sur les 256 milliards de l'année dernière, combien est rentré dans les caisses de l'État? Personne n'a aucune idée. Et pourtant, cette richesse, les phosphates, c'est pour l'ensemble des Togolais. C'est tous les Togolais ont droit de savoir ce qu'on fait de cette richesse-là. Et où va l'argent? Et donc, j'aborde ce sujet parce que, il y a de cela 3 mois, l'Israélien qui est le vrai patron des phosphates au Togo, parce que le truc est fait de manière, c'est une gestion mafieuse. Il y a des Togolais qui sont devant, il y a un organigramme avec un Togolais, directeur général des phosphates, qui s'appelle M. Kézier, qui est directeur, je pense, depuis 17 ans. Il a la retraite depuis 3 ans, mais il est toujours là. Donc, il y a M. Kézier, il y a les autres qui sont dans l'organigramme. Mais ces gens ne décident de rien. Eux, ils font juste les papiers, ils font les organigrammes, ici les papiers, mais le vrai patron, c'est un Israélien. Et cet Israélien s'appelle Rafik Ederi. C'était un ancien agent du Mossad, un ancien militaire qui s'est reconverti dans les affaires, dans le consulting et tout ça. Et vous savez que les gens qui sont plus jeunes ne le savent pas, mais ceux qui sont plus âgés, vous savez qu'au temps des Yadema, il y avait un certain Maurice Assor qui était autour des Yadema. C'était son conseil économique. Et Maurice Assor, à l'époque, c'est eux qui pilotaient les grands projets autour des Yadema. La construction de l'hôtel de février, l'OPAT, l'aéroport, un certain nombre de l'OTP. C'est Maurice Assor qui était le grand cerveau et qui était autour des Yadema, comme Debache était le cerveau juridique et tout ça. Maurice Assor, lui, il était un conseiller économique. Et ces gens-là, ils ont participé à piller le Togo et a fait partie beaucoup d'argent de notre pays. Et aujourd'hui, Rafik Ederi est le prototype de Maurice Assor de Faure Gnassingbé. Maurice Assor, c'était pour son père, et lui, aujourd'hui, c'est Rafik Ederi. Et donc, ce monsieur, Rafik Ederi, est celui qui est le vrai patron de la gestion des phosphates au Togo pendant 17 ans. Il est mort il y a 3 semaines. Pendant 17 ans, c'est lui qui supervise tout, c'est lui qui organise tout, c'est lui qui décide de tout. Mais à la fin, il ne signe aucun document. Il avait ses bureaux à la présidence. Quand il arrive, il descend Lomé, il convoque tout le monde. Tout le monde est au garde à vous. Il parle, personne ne bronche. Il donne les directives. C'est lui qui achète tout. C'est lui qui commercialise. C'est lui qui achète les engins. C'est lui qui gère les phosphates. Et pourtant, c'est une richesse de notre pays. Et donc, pendant 17 ans, il a géré ses phosphates avec ses enfants, toute sa famille. Il a été décoré par Faure Gnassingbé. J'avais publié la photo. Il a été décoré par Faure Gnassingbé. Toute la famille a été décorée par Faure Gnassingbé. Donc, avant qu'il ne meure, il a placé ses enfants. Il a placé ses enfants dans les structures les plus juteuses de la gestion des phosphates. Son fils, qui s'appelle Léron Ederi,
qui a actuellement 38 ans ou 35 ans, en tout cas, il a moins de 40 ans, c'est lui qui s'occupe de la commercialisation. C'est-à-dire, le papa est le grand patron, le fils s'occupe de la commercialisation. Donc, quand on doit vendre le phosphate togolais, c'est pas un Togolais qui décide, c'est un Israélien qui décide, qui commercialise. Et Monsieur Ederi a son neveu, il a son neveu qui s'appelle Evan plutôt, qui s'appelle Evan, et c'est ce neveu-là qui s'occupe de tout ce qui relève de la mine, l'usine, l'achat des engins. C'est-à-dire, quand il faut acheter les engins, tout ça, c'est son neveu-là qui s'en occupe. Donc, cette famille a géré pendant 17 ans les phosphates. Et maintenant, le patriarche meurt. C'est-à-dire que le vieux Ederi est mort il y a 3 mois. Et donc, son enfant, le Togo, quand le patriarche meurt, le Togo ne profite pas pour chasser tous ces gens-là, pour remettre les postes là à des compatriotes. Mais on dit le roi est mort, vive le roi. Maintenant, le fils Ederi, il prend maintenant la place de son père. Le fils Ederi, il prend la place de son père, bien sûr avec la bénédiction de la présidence togolaise, parce que un étranger ne peut pas venir gérer nos phosphates tant que la présidence de la République ou l'autorité suprême ne donne son accord. Donc c'est ensemble qu'ils font ça. Et c'est pour ça que le ministère des Mines et de l'Énergie au Togo est toujours contrôlé par Faure Gnassingbé, ou un ministre qu'il contrôle. Et donc, Rafik Ederi est mort et son fils a pris la relève. Son fils qui était déjà dans le système, qui assurait la commercialisation, son fils est allé à Lomé il y a quelques jours pour rassembler l'ensemble des directeurs de la SNPT. C'est-à-dire, comme son papa le faisait. Donc le fils est allé à Lomé, il a convoqué le directeur de l'usine, il a convoqué le directeur de la mine, il a convoqué le directeur général, il a convoqué le directeur des ressources humaines, il a fait une réunion avec l'ensemble de ces gens-là pour leur donner des consignes comme son papa donnait. Et ce fils-là, il n'a que 38 ans, 35 ans. Le papa a géré pendant 17 ans, le papa est mort, le fils a pris la relève. Et ça se passe avec l'accord ou l'autorité l'accord de nos autorités. C'est-à-dire que la gestion des phosphates aujourd'hui au Togo, c'est la richesse, les phosphates au Togo, leur gestion échappe carrément à toute procédure de gestion d'un pays. Personne ne sait qui gère, personne ne sait où va l'argent, personne ne sait où va les recettes. Et donc, ce jeune qui est le fils de Monsieur Ederi, est allé il y a quelques jours au Togo et a rassemblé l'ensemble des directeurs pour leur donner les consignes comme son papa donnait avant. Ces gens-là, personne ne sait combien ils sortent du Togo comme argent. Personne ne sait les milliards qui sortent du Togo. Personne ne sait comment ils font pour sortir l'argent du Togo. Quand on a fait les Panama Papers, je vous explique un peu. Vous savez que les Panama Papers, les Indiens qui sont à Tablibo, les gens de Wassem, je vais aussi revenir là-dessus, comment ils faisaient sortir l'argent, les flux financiers illicites dont on parle, ou la fuite des capitaux, comment ils font? Quand ils veulent par exemple acheter un engin, puisque c'est eux qui font la commande, c'est eux qui achètent les engins. S'ils veulent acheter une pièce de l'engin, ou bien l'engin même, vous imaginez les gros engins qu'on utilise à Kweme. Les engins, c'est des trucs qui coûtent des centaines de millions. Si un Caterpillar, c'est un exemple que je donne, hein, si un Caterpillar de Kweme coûte par exemple 200 millions, eux, ils vont faire une facture de 500 millions. Donc, dans la commande de ce Caterpillar-là, ils profitent pour sortir 300 millions du pays. Et les gens chez qui ils font la commande, c'est aussi leurs gars, ou c'est peut-être même leur propre usine, ou c'est leurs gars qui ont créé l'usine là-bas. C'est comme ça qu'ils profitent pour sortir l'argent du pays. C'est pour ça que c'est le neveu de la famille Ederi, c'est le neveu de monsieur Ederi qui s'occupe de la commande des engins, qui est au niveau de l'usine, de la mine et de la commande des engins. Vous voyez? C'est-à-dire c'est eux qui commandent les engins. Donc, la commande des engins, personne ne voit. Personne ne voit la traçabilité. Si une pièce, c'est comme vous avez une voiture, vous avez une Range Rover ou bien une Range Rover et vous avez des difficultés à Lomé. Et on vous dit, bon, la pièce de Range Rover, on peut la trouver à Bruxelles, à Londres ou bien aux États-Unis. Et vous avez quelqu'un qui est malin, qui dit, bon, la pièce coûte 300 € et la personne met 600 €. La personne met 600 €, fait une surfacturation de 600 €. Et donc, mais cette pièce-là, elle va aller la chercher chez une amie, peut-être à Bruxelles, à Paris ou à Londres. Et donc,
Celui chez qui ils achètent la pièce, c'est leur connaissance. Mais en même temps, ils profitent pour faire la surfacturation. Donc, vous prenez ça à une échelle plus élevée. Une machine qui coûte 200, 300 millions, on peut sortir 1 milliard. Sachant que la machine coûte seulement 200 millions. Donc, c'est ça les flux financiers illicites. C'est comme ça qu'ils organisent ce flux financier illicite. Donc, le fait qu'on ait mis des étrangers à des postes de responsabilité aussi stratégiques, c'est pour sortir l'argent du pays. Et donc, c'est ce que ces Israéliens font. Et derrière, je ne sais pas, bon, même si je le sais, je ne le dirai pas aujourd'hui, quel est exactement ce que ces Israéliens font au Togo pour qu'on puisse leur confier la gestion des phosphates. Je le sais, mais je ne vais pas le dire aujourd'hui. Vous-même, vous le savez aussi. Donc, ces Israéliens, c'est eux qui gèrent les phosphates. Et pourtant, c'est pour ces phosphates-là que Yadima a dit qu'il est tombé avec l'avion. Vous vous rappelez de l'attentat de Sarakawa? Je ne sais pas s'il y a eu un attentat ou pas. En tout cas, Fokara dit qu'il n'y avait pas d'attentat. On avait surchargé l'avion. Mais quand Yadima est sorti indemne de cet accident d'avion, Yadima est venu dire, j'ai nationalisé la CTNB. Désormais, le Togo prend 100% de la CTNB. Et aujourd'hui, on se rend compte que le Togo n'est 100% de la CTNB ou bien de la SNPT que sur les papiers. Et 80% même de SNPT est géré par les Israéliens. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous avons des dirigeants qui aiment le Togo pour se comporter comme ça? Pour brader les richesses de tout un pays à des étrangers et des gens de rien du tout, des enfants qui viennent donner des ordres à des cadres togolais. Pendant que vous allez dans cette zone de Haotoué, de Kogame, de Togoville, tout ça, jusqu'à Abobo, tout ça. Je vais revenir sur les conséquences de l'exploitation des phosphates. Vous savez que les phosphates qu'on est en train d'exploiter actuellement, qui ont commencé par être exploités, le premier coup de pioche, je pense, en 1961, ou je sais pas, mais en tout cas depuis les années 58, les phosphates qu'on est en train d'exploiter maintenant, dans 6 ans ou 7 ans au plus, ces phosphates vont s'épuiser. Le phosphate clair qu'on est en train d'exploiter actuellement. Alors, si on fait le bilan des 65 ans d'exploitation de phosphate, l'argent a servi à faire quoi de spécial au Togo? L'argent des 65 ans d'exploitation des phosphates au Togo, ça a fait quoi? Ça a servi à quoi? Est-ce qu'on a conçu des autoroutes? Est-ce qu'on a conçu des hôpitaux de référence? Est-ce qu'on a conçu des universités? Est-ce qu'on a construit je ne sais quoi? Est-ce qu'on a même acheté des ambulances? L'argent des 64 ans d'exploitation des phosphates. Puisque la carrière des phosphates actuellement est presque à Diablé. Et vous savez que toute la zone de Diablé et de Kégué est sur les phosphates. Mais on ne peut pas déplacer les gens aujourd'hui parce que la facture qui va revenir à l'État va être énorme. Donc, ils sont en train de finir l'exploitation à l'entrée de Diablé là-bas. Dans 5, 6 ou 7 ans, les phosphates là seront finis. Les phosphates clairs seront finis. Puisque les phosphates clairs, c'est le phosphate qui est le plus facile à exploiter. Puisque elle est juste en surface. On enlève 2 ou 3 couches et puis on a le phosphate. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement. C'est le phosphate carbonaté qu'on a trouvé et qui aussi s'estime à plusieurs milliards de tonnes que le Togo dispose, qui sont beaucoup plus en profondeur, qu'on va exploiter en profondeur. Là, ça nécessite beaucoup d'investissement. Mais le phosphate clair, qui est en surface, qu'on a exploité depuis 65 ans, l'argent est passé où? Ça a servi à enrichir des individus qui au départ ne sont pas sortis de familles riches, qui ne sont pas millionnaires. En commençant par la famille Nassingbe, Fort lui-même en premier, son père, les Patassé, les Palitchala, et tous ceux qui sont passés à la SNPT. En tout cas, tous ceux qui sont passés là-bas sont devenus milliardaires. Sont devenus milliardaires. Les barquets, tout ça. Pendant que toute la zone est en train de s'appauvrir, le pays est en train de s'appauvrir, et cette richesse ne profite pas aux Togolais. Donc aujourd'hui, vous cédez la gestion de cette richesse-là aux Israéliens. Moyennant quoi? En contrepartie de quoi? Et donc, c'est pour ça que j'interpelle l'ensemble des Togolais. Les acteurs politiques, la société civile, les religieux. Il faut que des gens se lèvent pour interpeller M. Fonassime. Parce que cette richesse qu'est les phosphates, c'est la richesse de tous les Togolais. Il faut lui demander qu'est-ce qu'il faut de la gestion des phosphates. Qu'est-ce qu'il faut de la gestion des phosphates? Où vont les recettes des phosphates? Depuis 4 ans, le prix du phosphate sur le marché international s'est envolé. Le Maroc en tire le plus grand profit, le Sénégal. Mais les recettes du Togo passent où?
Ça passe où? Il faut que chacun de nous interpelle ce gouvernement en disant, mais c'est une richesse qui appartient à l'ensemble des Togolais. Ce n'est pas une richesse privée de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il en faut réellement? Donc, c'est le travail de tout le monde. Parti politique, société civile, et je ne sais qui. Il faut interpeller M. Fonyatimé. Il faut l'interpeller. Parce que c'est lui le vrai ministre des Mines en réalité. Et il sait ce qu'il fait. Il faut l'interpeller. On ne peut pas continuer par utiliser des milliards du Togo pour engraisser des étrangers, des Israéliens, pour je ne sais quel service qu'ils rendent dans la nation togolaise, pendant que les Togolais souffrent, pendant que les Togolais n'ont pas d'hôpitaux. J'ai lu la une d'un journal, d'un de nos confrères, qui disait hier que l'université de Lomé dispose de 18 500 places. Alors qu'actuellement, les étudiants sont à 70 000, plus de 70 000 étudiants, pour 18 500 places. Il y a actuellement 70 000 étudiants pour 18 500 places à l'université de Lomé. Combien d'amphis on ne peut pas construire si on gère bien les phosphates? Chaque année, on peut construire des amphis. On peut créer une université nouvelle avec l'argent des phosphates. Je laisse le port d'abord. Là, nous sommes pendant les vacances. Nous sommes en pleine vacances. Est-ce que vous voyez une entreprise au Togo, une société d'État, offrir des stages aux étudiants? Est-ce que vous avez une entreprise au Togo aujourd'hui, une entreprise d'État, ouvrir ses portes aux étudiants pour un stage de 2 mois, pour que l'étudiant puisse dire, pendant 2 mois, je vais à la SNPT, je vais à la Lonato, je vais à Togocom, je vais dans telle société, faire un stage de 2 mois, je suis payé à 150 000 francs par mois, et qu'à la rentrée, j'ai au moins 300 000 francs pour préparer ma rentrée universitaire. Les étudiants qui sont là, est-ce que ces étudiants ont l'opportunité aujourd'hui d'aller faire un stage dans les sociétés d'État? Est-ce qu'on peut leur ouvrir les sociétés d'État pour faire un stage rémunéré, bien évidemment? Ceux qui sont à l'INSI, ceux qui sont dans les départements, les facultés, qui ont un lien avec les mines, ou bien ceux qui sont dans la gestion, est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller faire un stage pendant les vacances à la SNPT? Mais la SNPT engrange des milliards. Elle engrange des milliards. Mais elle ne peut même pas s'offrir, elle ne peut même pas offrir ni des bourses aux étudiants, ni un stage à des étudiants pendant les vacances. Donc on s'étonne que les étudiants sont là, ils ne font rien, ils se prostituent. Si pendant les vacances, chaque année, on envoyait 100 étudiants en stage dans les entreprises publiques, vous imaginez l'expérience qu'ils acquièrent, l'argent qu'ils vont gagner? Si un étudiant gagne 150 000 francs en 2 mois de stage, il peut acheter un ordinateur. Il peut acheter des livres. Il peut bien préparer sa rentrée. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de possibilité de faire des stages. C'est parce que les gens ont décidé ainsi. Les gens ont décidé ainsi. Ils pillent, ils volent et ils le font seuls. Ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, la SNPT est gérée comme moins qu'une épicerie de quartier. Personne ne sait où va l'argent. Donc je vous ai donné les chiffres de l'année dernière. Les chiffres de cette année, je les collecte au fur et à mesure. Là, à la date nous sommes aujourd'hui le 18 août. Alors, à la date d'aujourd'hui, on a déjà 21 navires. 21 navires qui sont déjà venus charger le phosphate au port minéralier de Kwémé. À la date bon, peut-être que ce week-end, il y a d'autres qui ont chargé. Mais à la date récente, le 12 juillet dernier, le 12 août plutôt, 12 août dernier, il y a 21 navires qui sont déjà venus charger le phosphate. 21 navires qui sont déjà venus charger le phosphate au port minéralier de Kwémé. Alors, toutes ces recettes, ça va où? Ça va où? On ne peut pas continuer par accepter que des gens, qu'un groupe d'individus, ce que les gens eux-mêmes ont appelé une minorité,
puisse bloquer des richesses d'un pays qui doit profiter à la majorité. Je viens de parler des étudiants, mais même les élèves doivent aller en stage. Dans un système scolaire bien organisé, les élèves vont aller en stage, il n'y a pas que les étudiants. Les élèves doivent aller en stage pendant les vacances. Et l'État a les moyens. L'État doit contraindre les sociétés d'État, la SNPT, la Lonato, ou je ne sais pas quoi, pendant les vacances, à ouvrir les sociétés aux étudiants. Les étudiants doivent aller apprendre avant de rentrer dans la vie active. Donc, on a une société qui produit beaucoup d'argent, on ne voit pas l'argent et on n'a pas d'infrastructure dans le pays. Et quand tu parles, on dit que tu as la haine contre le régime. C'est où est la haine? C'est où la haine? Hein? On parle des problèmes de gouvernance, vous parlez de haine. On parle des problèmes de gouvernance, vous parlez de haine. Donc, aujourd'hui, l'année dernière, donc, la SNPT a fait 1 450 000 tonnes. Cette année, ils vont peut-être aller jusqu'à 1 500 000 tonnes. Et on va se retrouver dans la proportion de 250, voire peut-être 270 milliards de recettes, de chiffre d'affaires. Cet argent va où? Hein? Il y a quelqu'un qui était... j'ai un confrère qui disait, les gens creusent la terre pour vendre et ils font faillite. C'était Abi Alpha qui le disait. Les gens creusent la terre pour vendre et ils font faillite. Les gens creusent la terre pour vendre et ils font faillite. Les gens creusent la terre pour vendre et ils font faillite. Donc, ce sont des questions qui doivent nous mobiliser, doivent attirer notre attention, doivent nous réveiller dans notre sommeil pour qu'on demande des comptes à nos dirigeants. Parce que les phosphates, c'est une ressource épuisable. Hein? Ce n'est pas une ressource inépuisable. Les phosphates, c'est une ressource épuisable. C'est une ressource épuisable. Quand les gens disent que nous sommes riches, nous ne sommes riches que parce que nous sommes des hommes. Tout ce qui est dans le sous-sol, c'est épuisable. Il y a de richesses que d'hommes sur la terre, comme le disait Jean Baudin, pour parler des théories économiques. Il y a de richesses que d'hommes sur la terre. Parce que c'est l'homme qui transforme ce qui est dans le sous-sol. Donc quand l'homme n'est pas compétent, l'homme n'est pas formé, il ne peut pas aller extraire et transformer ce qui est dans le sous-sol. Donc aujourd'hui, 65 ans après qu'on exploite les phosphates, il n'y a même pas une usine d'engrais. On n'a même pas une usine d'engrais dans la préfecture pour supporter les agriculteurs. Il n'y a même pas une usine d'engrais. Mais les gens se permettent de faire partir l'argent tout le temps. Les milliards que Debache a pris, on peut les récupérer un jour. Les milliards que Charles Debache a fait au Togo, il a acheté des appartements partout. Même quand il est mort, il y a la bagarre entre ses enfants. Il a acheté des appartements partout. Est-ce que ce n'est pas le Togo qui a perdu? C'est pas le Togo qui a perdu ces milliards? Debache avait des appartements partout, des biens partout. C'est au Togo qu'il a gagné tout cet argent. Alors, ce monsieur Rafik Ederi, qui a géré les phosphates pendant 17 ans, qu'il a géré les phosphates, c'est vrai que celui qui l'a mis là-bas, ils s'entendent pour se partager la manne, mais lui aussi prenait sa part. Alors, tout ce qu'il a gagné au Togo, on va retrouver la traçabilité quand? C'est pas le Togo qui perd. Maintenant qu'il est mort, son fils est rentré dans la danse. Son fils qui était déjà dedans est rentré dans la danse. Lui aussi, il va l'ommer, il convoque les directeurs, il leur donne les instructions. Et nous sommes là, nous avons croisé les bras, nous sommes dans les églises en train de danser. Nous sommes là, nos frères et sœurs sont condamnés à conduire du Zémidian. Et après, quand ils vont finir de conduire du Zémidian, ils vont aller boire du Sorabi et prendre du Tramadol. Et on est en train de mourir comme ça. Les cimetières sont en train de se remplir. Il n'y a même plus de cimetières à Lomé. Les cimetières sont débordés. Les gens meurent pour un oui ou un non. AVC, stress, maladie, bénigne. Les gens meurent. Et nous sommes assis là à regarder, à observer les gens. Et quand tu parles, il y a des gens qui disent oui, non, il est trop dur. On est trop dur avec qui? On est trop dur avec des gens qui tuent, qui volent, qui pillent. Des gens qui enlèvent la vie des autres, on est trop dur avec eux en les critiquant. Vous allez dans toute cette zone-là, Anéron, Togoville, tout ça là, le lac, tout ça, c'est pollué. J'ai les documents.
cette zone. Vous vivez dans cette zone. Vous êtes exposé à des risques énormes. Regardez un peu l'embouchure au niveau du restaurant qui est sous le pont là-bas. Bien joué. Regardez, la mer est verdâtre. C'est pollué. C'est totalement pollué. Le Bénin même s'est plaint auprès de l'Organisation mondiale de l'environnement. Le Nigeria aussi. Parce que la boue de phosphate qu'on déverse dans la mer à Kpémé par l'usine, elle est dérivée jusqu'à Badagry. Jusqu'au Nigeria. Donc toute cette zone est polluée. Je me reviendrai sur les dégâts que l'exploitation de phosphate ont créés dans toute cette zone-là. La pauvreté, l'environnement, le manque d'écoles, le manque des infrastructures, le manque d'hôpitaux, le manque d'électrification, le népotisme même dans la gestion même des phosphates. Pourquoi les gens qui sont dans cette localité n'occupent pas des postes de responsabilité dans l'organigramme de la SNPT? Et que les gens qui gèrent aujourd'hui les phosphates, comme par hasard, viennent tous de la même préfecture. Je reviendrai dans les détails sur ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, aujourd'hui, vous avez, alors je vous parle, depuis le début de cette année, 14 agents de la SNPT qui sont morts. Depuis le début de cette année. Depuis le début de cette année. Nous sommes au 18 août. Donc, légèrement, après 6 mois, il y a 14 employés de la SNPT qui sont morts. Il y en a un qui est décédé encore hier. 14 employés de la SNPT. C'est un hécatombe. 14 employés qui sont morts depuis le début de l'année à la SNPT. 14 employés qui sont morts depuis le début de l'année à la SNPT. Ils sont 14 qui sont décédés depuis le début de l'année. Et certains sont morts dans des conditions difficiles. Par le stress, le manque d'amélioration de leurs conditions de travail, les difficultés. C'est un travail difficile. Depuis le début de l'année, 14 personnes sont décédées à la SNPT. 14 agents. Et la SNPT, c'est l'entreprise au Togo qui a aujourd'hui le plus de retraités qui sont encore en fonction. Et qui gagnent de l'argent. Alors que ces gens-là, s'ils partent avec l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui, on peut recruter beaucoup de jeunes. Je vais vous donner tout à l'heure les noms de tous ceux qui sont retraités à la SNPT et qui continuent de travailler. Vous avez des étudiants qui ont fini les études. Vous avez des gens qui ont fini depuis. Ils cherchent leur premier emploi depuis 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Certains sont obligés d'aller conduire du sémillant. Si en tout cas, ils ne font pas un accident pour mourir. Et des gens ont fini leur carrière, ils sont retraités, ils sont encore maintenus à leur poste, à la SNPT. Au moins une dizaine. Et cette dizaine de personnes à la SNPT gagnent au moins par mois 30 millions. Si on repartit leur salaire. Les 10 personnes qui sont retraitées et que la SNPT continue de conserver, ils gagnent presque 30 millions. Presque 30 millions. Or, avec les 30 millions là, si on décide de recruter des ouvriers à la SNPT avec le niveau CAP, et si on paie à ces ouvriers 150 000 francs par mois, on peut engager 300 ouvriers. Je m'explique. Écoutez-moi très bien. Alors je vous parle, il y a 10 hauts cadres de la SNPT, Société nationale machin de phosphate du Togo. 10 hauts cadres, en commençant par le directeur. Je vais vous donner leur salaire tout à l'heure. 10 hauts cadres de la SNPT qui sont admis à la retraite. Certains sont admis depuis 3 ans. Mais ils sont toujours à leur poste. Et continuent de percevoir leur salaire. Et quand vous calculez tout, vous faites la somme de leur salaire, la somme des salaires de ces 10 personnes qui doivent partir à la retraite, on a choisi 30 millions par mois. Avec les 30 millions par mois, si on décide à la SNPT d'engager des ouvriers niveau CAP avec un salaire de 150 000, on peut employer 300 personnes. En d'autres termes, 10 retraités sont en train de bloquer
la porte à 300 personnes qui cherchent du boulot. Et c'est ça le Togo. Et pourtant, le ministre Bawara, qui lui aussi a passé presque 18 ans au gouvernement, avait sorti une autre circulaire pour dire, dès que quelqu'un est admis à la retraite, il doit partir. Mais il y a c'est l'exception. Pour des raisons politiques, bien sûr, évidemment. Pour des raisons politiques. Donc certains, on les maintient sciemment à leur poste. On les maintient à leur poste. Sciemment. Donc, les 10 cadres de la SNPT qui doivent partir à la retraite cumulent un salaire de 30 millions, presque 30 millions par mois. Et si on prend ces 30 millions par mois, on peut recruter des ouvriers payés à 150 000, on peut recruter 300 ouvriers. 300 ouvriers. Vous imaginez 300 ouvriers qu'on peut prendre et qui sont dehors. Et Dieu seul sait que le pays est rempli de chômeurs et déjà qualifiés, qui sont obligés de faire des petits boulots pour survivre ou d'aller jouer l'auto-visa pour partir, ou de faire immigration au Canada, ou d'aller faire du zémidjan pour mourir. Donc, ces 10 cadres de la SNPT, ils doivent partir pour que la société ait la possibilité de recruter d'autres personnes. Je commence par le directeur général, M. Kézié, Michel Abalo. Il est là depuis, je pense qu'il a fait 17 ans comme directeur général, depuis que on a fait partie, je ne sais pas si c'est Takou, quelque chose comme ça. Son salaire, le directeur de la SNPT, le directeur général, son salaire c'est 12 millions par mois. Il gagne 12 millions par mois. C'est son salaire. C'est son salaire. 12 millions par mois. Avec tous les autres avantages que vous pouvez imaginer. Maison de fonction, voiture de fonction, plusieurs voitures, tous les avantages, les bons de carburant. Mais le salaire, son salaire, c'est 12 millions par mois. Le directeur de la SNPT. Et il est admis à la retraite depuis 3 ans. Il est admis à la retraite depuis 3 ans. Et donc, depuis 3 ans, il continue de percevoir 12 millions par mois. Il ne libère pas son poste pour quelqu'un d'autre. Il est à 12 millions par mois. Je ne sais pas combien ça fait en euros, en dollars, mais c'est ce qu'il gagne. Sans les autres avantages. Mais depuis 3 ans, il est à la retraite. Et il continue de gagner les 12 millions par mois. Ça, c'est le directeur. C'est le directeur. Ça, c'est les gens que je cite. Il y a un autre directeur qui s'appelle M. Ekpao. Il est à la retraite depuis, je pense, 2 ans, combien? Il gagne 2 600 000 francs par mois. 2 600 000 francs par mois. Il est à la retraite depuis aussi. 2 600 000 francs par mois. Il y a un troisième. Je suis en train de vous donner les noms des 10 là, qui sont partis à la retraite. Je ne sais pas si c'est la liste de 9 ou de 1 dixième. Qui sont à la retraite et qui continuent de travailler à la SNPT et qui sont payés. Monsieur Ekpao, 2 600 000 francs par mois. Retraité. Vous avez mademoiselle Ataï. Retraité aussi. 2 millions par mois. Elle est là aussi depuis 2 ans ou 3 ans. Retraité. Vous avez monsieur Blue. 2 millions par mois. Retraité depuis. Vous avez monsieur Goyakwe. 2 millions par mois. Retraité aussi. Depuis. Vous avez monsieur Urosama. 2 millions par mois. Retraité depuis. Vous avez monsieur Dalmeda. 1 500 000 francs par mois. Retraité aussi. Vous avez monsieur Agneketom. 1 500 000 francs par mois. Retraité. Vous avez monsieur Dejean. 1 500 000 francs retraité. Monsieur Aoussi. 1 300 000 francs retraité. Donc, vous savez, toutes ces personnes-là, il y a un dixième dont le nom m'échappe. Vous avez ces 10 personnes-là qui sont retraitées. Donc, aucun d'entre eux ne gagne en bas de 1 200 000. Ils sont tous de 1 300 000 à 12 millions. Et certains parmi eux sont retraités depuis 3 ans. Et quand quelqu'un libère son poste, on le nomme conseiller. Il conserve son salaire.
il y a de quoi de... Il y a... Je ne sais pas comment dire ça. Travailler, partir à la retraite, c'est une bénédiction. Quoi de plus normal pour un fonctionnaire d'être content qu'après de longues années de dur labeur, il part à la retraite. Quand est-ce que ces gens vont libérer les postes pour les jeunes? Imaginez ce qu'ils gagnent comme salaire. Je viens de vous donner les salaires. Je vais publier l'organigramme la semaine prochaine, quand je ferai le prochain direct. Mais je vous donne les salaires de ces gens-là. Parmi ces retraités-là, il n'y a pas un seul qui gagne moins de 1 200 000. C'est de 1 300 000 jusqu'à 12 millions. Et pourtant, pendant les campagnes électorales, les champions du Nil disent aux jeunes, nous sommes là pour vous, on va vous trouver de l'emploi, on va faire ceci, on va faire cela. Et quand on arrive à lancer un concours, avec difficulté, on met 2 ans, 3 ans pour donner les résultats. Parfois, on ne donne même pas les résultats. Et on en arque encore les gens. Les frais de concours, tout ça, on ramasse tout ça. Je reprends la liste. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je reprends la liste pour que vous suiviez très bien. Les 10 personnes qui sont retraitées à la SNPT et qui sont maintenues à leur poste. Certains ont quitté les postes, ils sont devenus conseillers. Je vous donne les noms avec le salaire. En commençant par le DG. Le DG gagne 12 millions chaque mois. Ouais, il y a un certain monsieur Mivedor. Voilà. Ouais. Le DG gagne 12 millions par mois. Il est retraité depuis 3 ans. Monsieur Ekpao gagne 2 600 000. Retraité. Monsieur Blue, mademoiselle Ataï gagne 2 millions. Monsieur Blue gagne 2 millions. Monsieur Gouakwe gagne 2 millions. Monsieur Urosama gagne 2 millions. Monsieur Dalmeda gagne 1 500 000. Monsieur Agneketon gagne 1 500 000. Monsieur Dejean gagne 1 500 000. Monsieur Aoussi gagne 1 300 000. Et il y a aussi un monsieur Mivedor dont le salaire m'échappe. Et quand vous faites la somme, vous cumulez le salaire de tous ces 10 personnes-là qui sont parties à la retraite. On avoisine 30 millions par mois. On a déjà calculé leur retraite. Hein. Ils ont déjà pris leur fonds de retraite. Hein. Je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un doit passer à la retraite, on calcule tout, on le donne avant la pension de retraite. Ils ont déjà tout pris, hein, mais ils sont encore en fonction. Et Dieu seul sait qu'à la SNPT, c'est beaucoup d'argent. Quand on calcule, on vous donne. C'est beaucoup d'argent. Et donc, ils ont tout pris, mais ils sont encore en fonction. Et ils n'ont pas que seulement le salaire. Quand je dis salaire, là, que je viens de donner, ils ont les avantages. Ils ont les véhicules de fonction. Ils ont les primes de logement. Ils ont les bons de carburant. Ils ont tout. Donc, au bas mot, vous vous retrouvez avec une fortune. Et ces gens-là sont là. Pendant que les jeunes sont au chômage, les jeunes deviennent retraités au chômage. Les jeunes sont en train d'être retraités au chômage. Vous avez les jeunes qui sont là. Et pourtant, Ford nous a dit qu'il était là pour les jeunes. Vrai ou faux? Il nous a dit qu'il était là pour les jeunes. Il était là pour les jeunes. Donc, ce qui se passe à la SNPT, vous allez à l'ONATO, vous voyez la même chose. Vous allez à la CET, vous avez les mêmes choses. Vous allez à la TDE, Régie des eaux du Togo, vous avez la même chose. Je ne sais plus quelle société existe encore. Vous allez au port, voilà, à Daignon. Vous allez au port, c'est pareil. Vous allez au port, c'est pareil. À Daignon, lui, il est fatigué, il vient même au bureau, à peine il s'installe, il dort. Et vous avez, pendant ce temps, vous avez des jeunes qui sont là. Des jeunes qui sont diplômés qui sont là. Le salaire cumulé des 10 personnes de la SNPT peut recruter 300 jeunes. Le salaire cumulé des 10 personnes retraitées de la SNPT peut recruter 300 jeunes pour l'entreprise. À raison de 150 000 francs par mois le salaire des jeunes. Vous imaginez le nombre de jeunes qu'on sacrifie pour des gens qui ont fini déjà de travailler et qui doivent aller normalement se reposer. Voilà, vous avez dit Togo aussi. Donc, on est là, on croise les doigts, on regarde. Personne ne dit rien. Les jeunes sont sur TikTok en train de faire des banalités. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
Je vous assure, et je suis persuadé que la SNPT seule, si elle était bien gérée, on peut construire des universités avec l'argent de la SNPT dans toutes les régions. On peut doter les régions d'hôpitaux, je sais pas, d'hôpitaux modernes. Avec tous les équipements, chaque région aura un hôpital moderne avec l'argent de la SNPT seulement. Et Dapaon, Kara, c'est pas, Sokone, Atakpame, Lomé, et peut-être la région Palimé. Même si ce n'est pas une région, on la considère comme une région. On peut, avec l'argent de la SNPT, doter ces régions d'hôpitaux modernes de référence. Avec les scanners, IRM, tout, ambulance, pour que les gens se soignent. Avec l'argent de la SNPT seulement. Mais, la région même dans laquelle on exploite le minerai, là, il n'y a rien. Je vais revenir là-dessus. Il n'y a rien. On n'engage même pas les fils du milieu. Les fils du milieu ne sont même pas engagés. Même s'ils sont compétents, on ne les prend pas dans l'organigramme. Comme le Togo, c'est le népotisme par excellence. Quand on lance les concours, 80% des gens qu'on recrute viennent d'une seule préfecture. Mais la zone dans laquelle on exploite le minerai, où on fait les dégâts, les diplômés de cette zone-là, ils n'ont pas de taux préférentiel. Mais c'est leur région qu'on est en train de détruire. Je vais revenir sur cet aspect-là. Donc voilà comment les choses sont gérées chez nous. Voilà comment nos richesses sont gérées. Donc, c'est le scandale qui se passe aujourd'hui au sein des phosphates. Oui, il y a un ami qui me dit que M. Mivedon n'est plus en fonction. Je pense que c'est sur le téléphone sur lequel je suis en train de faire le direct. Voilà comment nos richesses sont gérées. Quand nous allons prendre Wassem, nous allons prendre le clinquer, c'est une autre catastrophe. Le train que vous voyez passer là, et quand les gens filment pour mettre sur les réseaux sociaux là, le train avec la fumée, le train polluant là, qui passe là, c'est le train qui achemine le clinquer à l'usine de Damon Ciment au Ghana. Tous les jours. Qui non seulement détruit l'environnement, pollue l'environnement, mais pille les richesses. On va revenir sur le cas de tout ça, ces sociétés de clinquer qui sont installées à Tabligo, que ce soit le Scanmine ou Diamond Cement ou Wassem, tout ça, on va revenir là-dessus. Et vous allez voir, image à l'appui, les dégâts sur le plan environnemental, les maladies, tout ce que ça crée dans ces zones. Donc, il ne suffit pas seulement que nous soyons quelque part pour crier notre souveraineté, pour dire oui, on est souverain, on est ci, on est ça. Voilà des gens qui pillent nos richesses. Je suis en train de vous donner la physionomie des gens qui pillent nos richesses. Qu'est-ce que nous faisons? En tant que citoyens, nous faisons quoi? On est dans d'autres combats. Pendant que les gens sont en train de piller notre pays, pendant que les gens sont en train de détruire notre pays, on est dans des choses, je ne sais pas. On peut obliger les sociétés des mines au Togo à garantir des bourses pour les étudiants sur l'ensemble du territoire. On peut obliger les sociétés des mines au Togo. Est-ce qu'on a une école des mines au Togo, par exemple? Est-ce qu'on a une école des mines au Togo? Je ne sais pas, s'il y en a, il faut me le dire dans les commentaires. Je sais qu'à l'université, il y a l'INSI, il y a d'autres choses, mais je n'ai jamais vu d'école des mines au Togo. Et pourtant, nous avons des mines sur notre territoire. Et donc, la SNPT, Wassem, tout ça, peuvent financer une école des mines au Togo. Où on va produire, on va former des ingénieurs des mines. Je ne sais pas s'il y a une école de mines au Togo. S'il y en a, bon, je m'excuse, je ne le sais pas. Mais une initiative portée par des entreprises comme la SNPT pour créer une école de mines, former des ingénieurs de mines. Ou de géologie minière, comme quelqu'un le dit. Est-ce qu'il y en a? S'il y en a, c'est tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, c'est des choses qu'on peut ouvrir, des filières qu'on peut ouvrir à l'université, dont les départements seront financés par l'argent qu'on prélève. On peut prélever
un peu d'argent, hein, des mines pour financer ces écoles-là. Pourquoi des pays comme la Norvège sont qualifiés de pays modèles? Parce qu'ils ont le pétrole et ils ont des fonds souverains pour les générations futures. Il y a un compte sur lequel on met de l'argent pour les générations futures. Parce qu'on sait que le pétrole est épuisable. C'est une ressource épuisable. On sait que le phosphate, c'est une ressource épuisable. Le jour où le phosphate finit, vous faites quoi? Il y a un petit pays là, les îles Nauru. C'était une île prospère à l'époque. Ils avaient des phosphates pleins. Ils l'ont mal géré, mal exploité. Et quand le phosphate est fini, l'île est tombée dans la misère jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez ce que les Arabes font. Le Qatar, par exemple. Le Qatar sait que le pétrole va finir un jour. Il investit l'argent partout. Dans les grands fonds, les fonds souverains, les fonds machin. Ils achètent tout. Aux États-Unis, en Europe, ils mettent l'argent dans les startups pour les générations futures. Parce qu'ils savent que le pétrole va finir. Là, le phosphate qu'on exploite depuis 60 ans va finir bientôt. Est-ce qu'il y a eu un fonds souverain pour les phosphates qu'on a exploités depuis 60 ans? Non. Il y en a eu, mais dans les poches des dirigeants. Pour leurs enfants, pour leurs femmes, pour leurs maîtresses. Ils ont acheté des appartements partout. Mais il n'y a pas un fonds souverain pour le pays. Un dirigeant qui aime son pays, un dirigeant qui est patriote, il ne peut pas céder la gestion des mines, ne serait-ce que seulement pour la sécurité de son pouvoir à des étrangers. Un dirigeant patriote ne peut pas céder la gestion des mines à des étrangers. Je reviendrai sur le pétrole. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressés. On reviendra. Des dirigeants sérieux. Des dirigeants qui aiment leur pays. Comment est-ce que des gens patriotes, comment est-ce qu'ils peuvent céder les richesses de leur pays à des étrangers et ils se partagent la manne? Et ça, les gens là se disent panafricains. Des gens comme ça sont en train de mettre le manteau de panafricain. Et il y a des gens qui les applaudissent.